Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours ici sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc on va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à toute la communauté. Merci de liker, de partager, de laisser des commentaires. Je reviens aujourd'hui avec l'histoire de ma demi-sœur que je vais surnommer Aline. Aline, c'est un prénom d'emprunt. En fait, Aline est née comment? Mon père venait de finir ses études. Il a trouvé son travail dans une grosse banque de la place en tant que cadre. Et comme à l'époque en Afrique, quand tu travaillais déjà, la famille s'attelait à te trouver une femme. C'est comme ça que la tante de mon père, qui est en fait la grande sœur de sa mère, lui propose la mère d'Aline. Maintenant, il dit que son cœur n'avait pas accepté la mère d'Aline, mais il trouvait mal de dire non à cette tante vu que elle était sans enfant. En fait, elle était mariée dans un village et elle a eu 2 enfants. Un jour, le porc s'est échappé de la porcherie de son voisin et il est venu s'attaquer à ses 2 enfants au point de les manger. DMGTV. Manger la fille, elle avait 3 ans. La cadette avait 5 mois. Il les a tous dévorés. Et il s'est attaqué à ma tante au point de lui dévorer 2 doigts de la main gauche. Les voisins sont venus, on a tué le porc. C'était un scandale au village. C'était la première fois que on voyait un porc manger les êtres humains. Elle est restée dans son foyer maintenant. Elle ne parvenait plus à avoir d'enfants. Elle est subitement devenue stérile on ne sait pas par quelle alchimie elle est devenue stérile. Son mari en avait marre. Vous savez, avant, quand tu te mariais, tu ne parvenais pas à faire d'enfants. Tu étais comme rien pour la famille, la belle famille de ton mari. Il a fini par la chasser. La famille quand il a chassé comme ça, sa petite soeur qui était la mère de mon père a décidé de l'accueillir chez elle. Donc du coup, cette tante, chaque fois elle émettait même une idée, une proposition et que tu lui disais non, elle commençait à te faire culpabiliser. Elle disait parce que c'est pas ta mère, si j'avais mes enfants, elle commençait à pleurer ses enfants décédés. Mon père alors ne voulait pas la mettre mal à l'aise. Il a donc accepté la mère d'Aline et il me dit que la mère d'Aline, comme son cœur n'avait pas aimé cette femme, il a décidé de ne pas la mener à la mairie. Il a dit qu'il va la prendre comme concubine jusqu'à ce que son cœur l'aime. Car maintenant, il revient au village. Il revient du village pour vivre avec sa concubine en ville. Il ramène avec le cousin de mon père, en fait son cousin à lui, qui était en fait mon oncle. Maintenant, il me dit quand il partait au travail, la mère d'Aline restait à entretenir des relations intimes avec son frère, qui est en fait son cousin, dans leur lit conjugal en journée. Et la nuit, elle entretenait des rapports sexuels avec lui, mon père, dans le même lit conjugal, sur le même drap. Un jour alors, mon père dit que les voisins lui en parlaient, mais il ne croyait pas parce qu'il se disait que son frère, son cousin en fait, son frère, comme en Afrique chez nous les cousins c'est la même chose, ses frères, cousins c'est la même chose, ne pouvait pas lui faire une telle chose. Jusqu'au jour où il s'en va au travail, il m'a dit qu'il avait seulement une migraine, un mal de tête qui a commencé, il a demandé un congé, il est rentré à la maison dans demi-journée quoi. Il n'avait pas fini la journée, il est rentré à la maison vers 15h, 16h. Il tombe sur le spectacle. Il les trouve en pleine action dans leur lit conjugal et tout. Il a crié au scandale. Les voisins lui ont dit qu'on t'avait dit non.
Dès qu'il crie au scandale comme ça, il répudie la mère d'Aline et son cousin aussi fuit la maison. Il reste seul dans sa maison. 2 mois après, la mère d'Aline revient lui dire qu'elle est enceinte de lui. Il dit à la mère d'Aline qu'il nie la paternité, il dit que ce n'est pas son enfant. Elle insiste, elle persiste. Il explique à mon grand-père qui était son père que papa, voici on m'accuse d'être responsable d'une grossesse dont je ne m'y connais ni d'Adam ni d'Ève. Son père lui a dit, son père qui est mon grand-père lui a dit, investis sur cet enfant, accepte la paternité, occupe-toi de l'enfant, endosse sa responsabilité. Si cet enfant est le tien, il va émerger dans ce monde, il sera béni, tout ce qu'il va faire, il va réussir. Mais s'il n'est pas le tien, il va souffrir jusqu'à mourir. C'est comme ça que mon père revient à Douala, il prend soin de l'enfant, il prend soin d'Aline, il fait le trousseau et tout. Aline naît au frère de mon père. Après, la mère d'Aline décide que mon père ne doit plus venir visiter, ne doit plus venir rendre visite à l'enfant, ni la voir avec ses 2 yeux. Donc, il doit seulement envoyer l'argent. Chose qu'il faisait. On s'était remariés et nous sommes nés. Bon, comme il avait d'autres enfants, il dit que ça ne le dérangeait pas trop. Il a donc décidé de la laisser avec Aline, mais il continue à envoyer l'argent. Un jour, il reste à la maison, il surprise, c'est Aline qui débarque avec son sac de voyage. Elle avait peut-être 5 à 6 ans. Il demande à Aline mais qu'est-ce qui ne va pas et qui t'a montré où je suis et comment tu sais que c'est ton père. Elle dit que dans sa famille maternelle, là où sa mère l'a amenée, elle souffrait trop. On se moquait d'elle, elle souffrait trop. Elle a fui, elle s'est renseignée à ses tantes, on a monté son père, elle a fui. C'est pour ça qu'elle est venue rester avec mon père. Mon père l'a ramenée chez sa tante. Et il a dit, moi, je ne veux pas vivre avec toi. Je ne veux pas vivre avec toi. Tu vas continuer à vivre avec ta tante. Moi, je vais payer ta pension. C'est là où il commence à payer la pension d'Aline à 5 ans. Donc, là où il envoyait l'argent, sa mère ne faisait rien sur Aline. Elle mangeait tout ça. Elle faisait sa vie, elle s'en foutait de sa fille. C'est comme ça que mon père dit qu'il n'a jamais vu un enfant aussi faible à l'école depuis qu'il vit comme Aline. Il a payé les répétiteurs, fait tout. Aline ne comprenait pas l'école. Il a forcé jusqu'à elle arriver au Cap. Au Cap maintenant, elle n'a jamais passé le Cap. Elle a fait 7 ans au Cap. Elle a pas passé. Mon père a cru que c'était la filière qui était difficile. Et comme ça qu'il a changé de filière. Mais pas en médecine, elle ne passe pas. Pas en comptabilité, elle ne passe pas. Après, il enlève de l'école. Il la met dans la restauration. Elle échoue. Il ouvre le restaurant. Le restaurant s'écroule. Il dit qu'il a dépensé son argent sur Aline jusqu'à ce qu'il était fatigué. Il a aussi lavé les mains. Il dit que tant pis, ça va devenir n'importe quoi là-bas. C'est comme ça qu'Aline trouve un homme avec qui elle se marie. Elle est stérile, elle ne parvient pas à faire d'enfant. L'homme aussi, il meurt. Elle part dans un deuxième foyer. Elle a réussi à faire une fille. Après, elle a fait un deuxième enfant. L'enfant là est malade MGTV. Depuis qu'il est sorti du ventre d'Aline, il est toujours malade. Il a appauvri Aline. Son mari a déjà vendu tout ce qu'ils avaient. Prendre un prêt bancaire pour relancer sa vie. Jusque-là, l'enfant est malade. Les factures de l'enfant sont énormes. Tous les jours, on met le sang, on met l'oxygène. L'enfant a 3 ans, il ne mange pas. Elle porte sur le dos, elle se balade avec. Elle monte, elle va accoucher à droite. Parfois, même elle passe le fait soigner, même sur les pics. Mais loin, au fin fond de la forêt. Même la nourriture, elle ne mange pas parce qu'il n'y a pas assez d'argent. L'enfant ne fait que l'appauvrir. C'est face à toutes ces souffrances que je suis allée demander un jour à mon père que papa, Aline, c'est ma demi-sœur, c'est ton enfant. Mais comment elle souffre comme ça alors que nous autres qui sommes aussi tes enfants, on n'a pas une telle souffrance. L'école, on comprend. Si on a des situations difficiles dans la vie, ça passe. Rien n'est éternel. Pourquoi avec Aline, le cas d'Aline est si différent? C'est là où il m'a raconté que la mère d'Aline avait menti sur lui en disant qu'Aline était son enfant. Et c'est son père et lui qui ont fait ce qu'ils ont fait là à Aline. C'est pourquoi je vais dire aux filles aujourd'hui que maman, ce n'est pas bien d'imputer la responsabilité d'une grossesse à un autre homme. Quand on ne sait jamais, ça peut arriver que tu es enceinte et peut-être le véritable père n'a pas assez de moyens financiers ou peut-être il t'abandonne. Si tu trouves un deuxième ou si tu as un deuxième qui a plus d'argent, il faut lui expliquer la situation, dis-lui la vérité. S'il t'aime, il va te garder avec la grossesse, il va investir sur cet enfant-là, il va prendre soin de cet enfant.
S'il refuse, tu pars, tu cherches d'autres moyens pour t'occuper de ton enfant. Voilà la vie d'Aline, crucifiée à vie comme ça. Depuis que je connais cette fille, elle ne fait que souffrir, 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 souffrir. Et mon père m'a rassuré en me disant que si jamais Aline n'était pas réellement son enfant, elle va souffrir comme ça jusqu'au jour où elle va mourir. C'est ce que son père et lui avaient fait. Et son père était un guérisseur, donc il ne m'a pas dit en fait le rituel qu'ils avaient fait, mais il m'a juste dit la conclusion. C'est pourquoi je vais dire à mes soeurs, maman, que ne mentez pas sur la paternité de vos enfants. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Shalom, shalom, shalom à toi DMG. Shalom également à toute la famille DMG. Aimez, likez et partagez. C'est bien pour l'agrandissement de la famille. Aimez, likez et partagez. Franchement, DMG, merci. Un merci particulier à toi, spécialement. Car grâce à toi, beaucoup, je dis bien beaucoup de gens sortent de l'ignorance. Beaucoup sont éveillés, passant par ton émission. Parce que ton émission permet aux gens de comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas avant. Ton émission trahit les plans de l'ennemi. C'est qui l'ennemi? C'est le diable. C'est le diable. Ton émission sauve également des vies. Tu comprends? Ton émission sauve également des vies. Et franchement, merci. Que Dieu veille sur toi. Qu'il veille sur toi. Qu'il envoie ses anges guerriers, ses archanges guerriers te protéger. Merci pour tout. Merci franchement. Et j'aimerais attirer l'attention sur ces frères et sœurs qui passent leur temps à critiquer. Ne critiquez pas s'il vous plaît. Écoutez. Écoutez. Car tout ce qui se dit ici instruit. Tout ce qui se dit ici instruit. Écoutez s'il vous plaît. Je viens ici vous raconter une petite histoire. C'est mon histoire. Et je l'ai intitulée Les aventures d'un voleur, d'un ex-voleur. Voilà. Pour ne pas me tromper. Les aventures d'un ex-voleur. Et cet ex-voleur-là, c'est moi. Oui, c'est moi. Je commence mon histoire. À l'époque, j'étais encore très jeune. Très, très, très jeune. Je vous parle d'une histoire, il y a de cela, disons, 25, 28 ans aujourd'hui. Donc, j'étais encore très jeune, très jeune. J'étais dans la dèche. J'avais plus d'argent. Alors, il fallait que j'en trouve. Je viens d'une famille moyenne, donc voilà. Mais je me suis retrouvé en train de voler parce que j'ai voulu faire du mal à mon papa. Ils étaient divorcés avec ma maman et ils ne prenaient plus soin de moi. Alors je me suis livré au vol. Juste pour le punir, quoi. Voilà. Et j'y suis resté. Alors comme j'ai dit au départ, je me trouvais dans la dèche. Il me fallait de l'argent. Je suis d'origine camerounaise, hein. Les Camerounais vont reconnaître un peu les lieux. C'était dans la ville de Ndokoti, au carrefour Ndokoti en fait. Je rôdais par là et je cherchais une cible. Un magasin à cambrioler en fait. Un magasin à cambrioler. Alors je fouillais. Je suis tombé sur un magasin qui vendait des trucs, des choses de luxe. Des chaussures de luxe, des montres de luxe, des appareils de luxe, tout ça. Alors, j'ai essayé de me familiariser au coin. J'ai essayé de trouver l'embouchure, donc par là où je pouvais entrer la nuit. Hein? Une fois avoir prospecté les lieux, je suis rentré. Alors, je me suis donné rendez-vous le même jour dans la nuit. Et une fois la nuit tombée, je me suis rendu sur les lieux. Moi, à l'époque, quand je faisais encore ce métier, j'avais pas peur. Tu vas mettre autant de gardiens que tu veux devant ta maison ou ton magasin. Si j'ai décidé d'entrer, j'entre. Rien ne m'empêchait d'entrer.
Alors, je suis arrivé, j'ai trouvé des magasins, comment dirais-je, des agents de sécurité qui étaient juste à l'entrée, là, qui surveillaient, bien armés. Moi, je m'en foutais, puisque j'avais déjà repéré les lieux dont je savais par où je devais entrer. C'était un lieu sécurisé. Je suis allé, bon, j'entre au magasin. Une fois à l'intérieur, boum! Première chose que je constate, c'est des bougies rouges. Des bougies rouges bien départagées dans des coins du magasin. J'ai ticté, j'ai dit, il est quelle heure? Minuit passé. Il n'y a personne dedans, mais je trouve des bougies rouges allumées. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le cœur du voleur, c'est le cœur du voleur. Malgré que j'ai ticté, mais je continue à faire ce que j'étais venu faire. J'ai pris un grand sac sur les lieux et je me suis mis à foutre dedans tout ce que je trouvais de cher, les montres, des appareils photo, tout ce que je voyais cher là, je suis d'abord allé fouiller la caisse et dans la caisse, fort malheureusement, je n'ai rien trouvé dans la caisse. À part quelques jetons qui étaient éparpillés par-ci par-là, je n'ai rien trouvé comme argent. Alors j'ai dit donc, voilà, les trucs coûteux vont m'aider. Je me suis mis à tout mettre dans les sacs, tout ce que je trouvais de cher, je mettais dans les sacs. Et vu que je me dépêchais parce qu'il fallait vite pour sortir, j'ai cogné sur une paire de chaussures qui était accrochée en haut. La paire de chaussures est tombée, ça fait un peu de bruit. Je me suis arrêté pour voir si les agents de sécurité qui étaient dehors avaient entendu. Et heureusement, ils n'ont rien entendu. Alors j'ai continué à foutre dans le sac tout ce que je trouvais de cher. Quelques temps après, je crois, 5 minutes après, j'entends une voiture qui gare à l'extérieur. Moi, j'ai continué. Alors le monsieur qui conduisait la voiture est sorti parce qu'il est sorti et il a claqué la portière. Il est venu vers la porte et il a demandé au gardien, n'as-tu pas entendu quelque chose tomber dans le magasin? Parce qu'il parlait fort, il parlait avec colère. Il dit au gardien, n'as-tu pas entendu quelque chose tomber dans le magasin? Alors je suis resté statué, je n'ai rien compris. J'ai dit, mais celui-là, il sort d'où? Comment est-ce qu'il a su que je suis tombé dans le magasin? Alors qu'il vient d'arriver, donc il était chez lui. C'est de chez lui qu'il a entendu. Mais comment est-ce possible? Alors, le monsieur dit, ouvre le magasin. Alors là, je me suis empressé de vite sortir. Je n'ai même pas pris tous les sacs. J'ai juste pris ce que je pouvais. Parce que j'avais fait 2 sacs bien chargés. J'ai juste eu le temps de fuir avec un sac. Alors quand je fuis, je sors par là où j'étais entré. Le monsieur a ouvert la porte, ils sont mis à fouiller. Bon, moi, je suis sorti. Je vous parle, c'est quelque chose de quelques secondes, de quelques bouts, je suis sorti. Alors quand je sors, je me retrouve derrière le magasin. Derrière le magasin. Le derrière aussi était sécurisé, hein, mais je suis faufilé derrière les agents de sécurité qui étaient là. Je suis parti. Alors, quand je pars, je suis tétanisé parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ce monsieur a su que quelque chose est tombé. Vu qu'il n'était pas avec moi, il n'était même pas sur les lieux. Moi, j'étais étonné, quoi. Alors, tétanisé, je me suis dit, non, il fallait que je dégage de là. S'il a pu entendre une chaussure tomber alors qu'il n'était pas là, qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas localiser même ce que j'ai pris et venir m'attraper où j'étais? Alors, du coup, j'ai emprunté un taxi. Le taxi s'est arrêté. Je lui ai dit où j'allais. Il était d'accord et il m'a amené. Alors, il fallait qu'il passe devant le magasin. Je vous assure, pendant qu'on passait devant le magasin, juste avant d'arriver, la voiture s'est mise à ralentir parce qu'il y avait un petit embouteillage là. Il y avait d'autres voitures qui nous empêchaient de passer. Donc, la voiture ralentissait un peu. Ce monsieur, je l'ai vu. Donc,
Quand on arrive au niveau de son magasin, je le vois sortir en toute vitesse. Il vient, boum, il se met devant. Il regarde le taxi. Il me regarde droit dans les yeux. La voiture est en train de passer. Donc moi maintenant, j'ai eu peur. Je ne voulais pas regarder vers sa direction. Mais je voyais qu'il me fixait. Alors je regardais droit devant moi. Puisque j'étais assis devant avec le chauffeur. Et les affaires étaient à la malle arrière. Alors le monsieur me fixe. Voilà mon cœur qui bat la chamade. Toup, 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 toup. J'ai eu une peur bleue. Une peur bleue. Dans ma tête, je dis seulement, chauffeur, va vite, va vite. Alors dès qu'on a traversé le monsieur, on est arrivé un peu devant et boum, la voiture a lancé. Une fois arrivé chez moi, j'ai déchargé mes affaires. Je me suis allongé sur mon lit. Je n'en revenais toujours pas. Donc voilà ma petite histoire. J'ai une deuxième que je vais raconter qui s'est passée juste à côté de ce magasin. Là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, vous-même, faites-vous la morale de l'histoire et que Dieu vous bénisse. À plus. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Et bonsoir DJM. Merci de ton concept. Vraiment, ça fait longtemps que je te suis. Et j'ai déjà partagé, malgré que je ne me suis pas adhéré, mais je partage toujours et j'écoute. Surtout, je n'écoute pas le direct, mais j'écoute après. Il y a des jours où je ne peux pas écouter à cause du travail et tout. Dernièrement, j'ai envoyé une histoire. C'était ma première histoire. Je ne sais pas si elle est déjà passée, parce qu'il y a des jours où je ne me connecte pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de réseau ou quoi que ce soit, mais c'est parce que c'est le temps qui m'empêche de ne pas me connecter. Et merci encore, merci beaucoup. Ok. Ma première histoire, je crois que je t'avais dit que je voudrais que ça soit anonyme, strictement anonyme. Raison pour laquelle je t'avais demandé si toi, tu peux la raconter. Et dans la première histoire, je vous avais dit que j'étais une enfant très intelligente. Je n'avais pas besoin de repasser mes leçons. Une fois que le maître a expliqué, tout entrait. Donc, je vous raconte encore une autre, parce que je vous avais dit que mon histoire, c'était une Bible. Ça pouvait faire une Bible. L'histoire personnelle. Donc, la seconde partie, ou la deuxième partie, c'est après cet épisode, je devais aller en congé chez une de mes grandes sœurs. Elle a envoyé quelqu'un de venir me chercher pour aller là-bas. Bon, c'est même pas pour aller en congé, mais pour aller vivre avec elle parce qu'elle avait un enfant, un bébé, une petite fille. Elle ne voulait pas que l'enfant reste seul. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, elle a envoyé un de nos oncles venir me chercher. Nous sommes arrivés au petit matin. En passant, cet oncle a voulu même me violer. Parce qu'on a dormi chez lui. Il m'a demandé qu'il voulait coucher avec moi. Si je refusais, je devais dormir dehors. Excusez-moi du mot. J'ai refusé. Il m'a fait dormir dehors. Je suis restée dehors jusqu'au matin, les moustiques et tout ce qui passe. Mais Dieu était avec moi. Il m'a protégée. Le matin, il se lève. Il me dit que ok, on va maintenant chez ma soeur. Mais il me dit, si tu tentes de lui dire, si tu dois me promettre que tu ne vas pas lui dire ce qui s'est passé, sinon je vais te laisser ici et moi je m'en vais. Et comme je ne connaissais pas l'endroit,
J'ai eu peur de me perdre. J'ai dit que je ne vais rien lui dire. On arrive à la maison, on a marché parce que ma soeur lui avait donné de l'argent pour le taxi et tout. Il a tout empoché. Il a préféré qu'on marche à pied. On est arrivé. Dès qu'on est arrivé, on s'est installé. J'ai dit ça à ma soeur directement. Il a nié. Je ne sais pas si ma soeur m'a cru ou elle ne m'a pas cru, mais elle n'a rien dit. En principe, je devais rester chez ma soeur et continuer les études là-bas. Parce que j'allais en 6e. J'avais eu le concours d'entrée en 6e. Mais subitement, là, elle a changé l'idée, dit que non, tu rentres au village. Moi, innocente, contente, je suis rentrée au village. Et j'arrive au village. Mon frère me dit carrément, écoute sœur, une de nos tantes est venue là à la maison. Elle a pris tes cahiers. Nous sommes allés dans un village avec tes cahiers chez un féticheur, un marabout, comme on appelle. Et que le marabout, on est allé là-bas parce qu'on voulait que moi aussi, je réussisse comme toi. Parce que toi, tu n'échoues pas. Toutes les classes, tu sautes. Tu m'as même déjà dépassé. Tu es déjà loin. Et moi, je ne fais qu'échouer. Donc, on voulait que moi aussi, je sois sage comme toi. Donc, on a amené tes cahiers. Et comme moi, je suis une enfant, je ne connais pas garder. Je ne connais pas garder quand quelque chose me fait... C'est bien ou du mal, je ne connais pas garder, en principe. J'ai dit, tout de suite, j'ai éclaté. Je suis partie, j'ai vu la maman, je dis, ah, maman, voilà ce que mon frère m'a dit. Et pourquoi vous faites ça? Je vous jure que si on n'a pas tué cet enfant, on ne va plus le tuer. Ils ont tout dit. Cette année-là, en classe de 6e, j'ai repris la 6e avec une note de 9 et poussière. Parce que je ne comprenais plus rien. Mais l'année suivante, j'ai bondi. J'avais les notes de 17, 18 de moyenne. 17, 15, 18 de moyenne. Jusqu'à ce que j'ai eu une bourse. En fin d'année, à l'époque, on donnait encore les bourses aux élèves. Parce que c'était la 6e. Et la bourse, vous savez qu'à l'école, les noms sortent par ordre alphabétique. On affichait les noms des boursiers. Au lieu de mettre mon nom, on a mis mon nom, mais avec le prénom de la personne qui était derrière moi. Après mon nom, le prénom de la personne qui me suivait. D'abord, quand on a vu mon nom, un de mes camarades est venu me prendre. Oh, tu as eu la bourse, vraiment, machin, truc. Alors, au lycée. J'arrive au lycée, mais ce n'est pas mon nom complet. C'est mon nom avec le prénom de quelqu'un d'autre. On est allé voir le surveillant, le censeur plutôt. Il dit non. La personne qui était derrière moi, lui aussi, la personne est venue, disant que c'est pour elle. L'histoire était là déjà camouflée, on ne savait plus quoi faire. On nous a demandé d'apporter chacun ses bulletins de notes. Je suis partie avec mon bulletin de notes. Lui, il n'avait pas... Il a réussi, mais il n'avait pas la note pour avoir la bourse. On est allé voir notre professeur principal. Oh, le professeur, arrête, ça fait quoi? Il a perdu son père, il est orphelin, il a besoin de cet argent. Mais pourquoi est-ce que ça doit se passer comme ça? Je ne sais pas, c'est Dieu seul qui a fait. Et en allant au lycée pour réclamer ma bourse, j'étais avec un de mes camarades de classe. Subitement, en route, il y a une voiture qui est venue en flèche. On ne sait pas de là où la voiture est venue. Mais c'est passé. J'ai l'impression que cette voiture était venue pour me cogner. J'ai juste mis le pied de l'autre côté du trottoir. J'ai entendu sous mon pied, flap. Je regarde,
une grosse blessure, mais tout est blanc. On a cherché, mon camarade et moi, ce qui m'a blessé. C'était comme si c'était une lame de rasoir qui est passée sur mon pied. On a cherché qui est-ce qui m'a blessé, qu'est-ce qui m'a blessé. On n'a pas vu. Quand le sang a commencé à jaillir, j'étais obligé d'attacher le pied et chercher un taxi qui m'a mené directement à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a fait des sutures et tout. Mon camarade m'a accompagné à la maison. Arrivé à la maison, subitement, ma tante, qui avait amené mes cahiers, là où elle a amené, elle était là. Les gens, qu'est-ce qui s'est passé que je commence à raconter? Oui, voilà, machin, truc. Je partais chercher cette bourse. Et elle, de me dire, tu vas chercher quelle bourse? Et pourquoi? Est-ce que c'est cette bourse qui t'a fait grandir jusqu'à ce que tu es là? Hein? Ça veut dire quoi? Et si on ne te donne pas, et puis ça fait quoi? Elle m'a vraiment grondé. Vraiment grondé. Je n'ai rien compris. Ça, c'est la deuxième partie. Après ça, il y a eu des problèmes. Je vous avais dit que celle que j'appelle maman n'était pas ma mère. C'était plutôt la sœur de mon père. C'est pour ça que j'avais dit, quand un enfant, vous prenez votre enfant, vous donnez, vous confiez à votre mère, à sa famille de son père, la sœur de son père, la sœur de je ne sais pas quoi, tout ça, il faut toujours être là. Même si vous n'êtes pas là en personne, mais envoyer des messages, écrire des lettres. À ce moment, il n'y avait pas de téléphone portable. C'était des téléphones fixes. Appeler pour savoir comment est-ce que l'enfant va. Même si vous ne parlez pas avec votre enfant directement. Mais ces personnes-là sauront que sa maman est aux aguets. Donc, ils ne pourront pas te faire ce qu'ils veulent. Et moi, comme j'ai été abandonnée directement par ma mère, je ne la connaissais même pas. Donc, c'est par là qu'ils ont profité. Et c'est temps de dire que l'enfant d'un frère n'est pas l'enfant de la famille. La deuxième, je suis partie de là. Ils m'ont renvoyé. C'est là où j'ai connu ma mère. Après, peut-être à l'âge de, je crois, 18. Je ne sais pas quel âge même, mais ça fait déjà longtemps. C'est là où on m'a renvoyé dans le pays de ma mère. Moi, je ne connaissais pas qui est ma mère. Là où on m'a envoyé, j'ai un oncle qui travaillait. Je ne veux pas tout dire parce que je ne veux pas donner beaucoup de détails parce que les gens sauront. Et on a fait appel à ma mère qui est venue. Elle est même passée à côté de moi sans savoir que j'étais sa fille. Et quand je reviens, même il y avait des gens à la maison, ils ne savaient pas. C'est là où on me dit que voilà ta mère. Elle s'est mise à pleurer. Ouais. Moi, je n'ai pas voulu beaucoup discuter. Je suis rentrée dans le pays dans lequel j'étais pour continuer mes études. Étant chez ma grande sœur, je me rappelle, en pleine période, au troisième trimestre, vers la période des examens officiels, je devais préparer mon BPC. Cette même tante est revenue. J'étais à l'école parce qu'au mois de mai, les gens qui ne présentent pas, qui n'ont pas des examens à présenter, n'allaient plus à l'école. Ceux qui allaient à l'école, c'est ceux qui avaient des examens. J'étais à l'école. Je reviens. Je regarde là où je garde mes fournitures scolaires. Il me manque des cahiers parce que je voulais repasser. Je demande à mon frère et ma nièce qui étaient là. Mais où sont mes cahiers? La tante X est passée, c'est elle qui a pris tes cahiers. Et elle a pris mes cahiers, elle est partie directement au village. Je dis, mais pourquoi elle prend mes cahiers? On ne sait pas. J'ai pris le transport, je suis allée jusqu'au village, la trouver.
J'arrive là, elle était effrayée à me voir, en me voyant. Elle me demande, qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu récupérer. Pourquoi est-ce que tu as pris mes cahiers? Oh, moi j'ai pris tes cahiers, c'est parce que comme je vends les petits trucs, les arachides et tout, c'est pour faire les emballages. Mais pourquoi tu n'as pas pris des cahiers de ceux qui n'allaient pas à l'école? Moi, je n'ai même pas encore terminé. Je suis en train de préparer mon examen. Tu prends mes cahiers. Pourquoi? Non, ce n'est pas ça. C'est parce que monté, c'est descendu. Je ne me rappelle même plus si j'ai même pris des cahiers. J'ai parlé. Je suis rentrée parce qu'il fallait que j'aille apprendre. Cette année-là, j'ai échoué le BPC. J'ai échoué le BPC. L'année suivante, j'ai préparé l'examen. On était au village. Ma mère avait une boutique. Je suis partie à la boutique. Ma mère, entre guillemets, j'avais déjà... Oui, on est parti à la boutique. Et il y a un cousin, par alliance, qui est passé, m'a trouvé à la boutique. Il est décédé, il ne va plus passer. Il me dit, oh, félicitations, j'ai vu ton nom, que tu as eu ton BPC. C'est passé dans le journal. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, j'ai vu ton nom, mes félicitations. Il est parti. Et comme on était à deux, avec ma mère, entre guillemets, à la boutique, elle me dit, toi qui ne crois pas en Dieu, il faut dire merci à Dieu parce que tu as eu ton examen, tu ne devais pas l'avoir. Moi, dans toute ignorance, je dis pourquoi? C'est Dieu qui est venu écrire à ma place. J'ai répondu comme ça là. Elle m'a regardé, elle n'a plus rien dit. Vous dites que la sorcellerie n'existe pas, mais ça existe. Ça, c'est la deuxième partie. Histoire personnelle vécue. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Commentez, likez, partagez. Coucou DMG. Bonjour DMG. Bonjour la famille. Ce matin, j'ai encore une autre histoire. Et likez, partagez et commentez pour agrandir la communauté DMG. Ce matin, je veux parler de l'histoire que j'ai vécue avec mon mari. DMG. Les hommes doivent nous écouter souvent. Hein. Mon époux, mon mari, il fut un temps, il avait un groupe d'amis. Et parmi ce groupe d'amis-là, il y avait un marabout. DMG. Mon mari passait tout son temps avec ce gars-là. Et quand je lui dis, ah non, c'est mon ami, c'est un marabout, c'est mon ami. Et il partait faire des travaux là-bas, jusqu'à le marabout, il avait donné une conduite, c'est-à-dire une conduite, une manière de vivre à mon mari. Tel jour, il y a les couleurs d'habits qu'il porte. Dans la semaine, il a les couleurs d'habits, habits bleus, habits, en tout cas vert qu'il porte. Tel jour, c'est un jour de chance, il faut porter telle couleur d'habits. Hein? Tel jour, c'est un jour de temps, il faut porter tel genre d'habits. Et tel jour du mois, il faut préparer telle nourriture pour sacrifier. Et mon mari était dans ça. Quand je lui dis, viens, on va aller à l'église. Moi, tout ça là, moi, je ne comprends rien dans tout ça là. Parce que ce que tu ne comprends pas là, il ne faut pas te mettre dedans. Viens, on va aller à l'église. Je dis, non, moi là, je suis africain. Je suis dans la tradition, je suis africain. Je dis, tradition que tu ne comprends rien dedans là. Il ne faut pas trop mettre ta tête dedans. Sinon, ta tête risque de rester. Je ne comprends pas. Et donc, un jour, et puis souvent, il disait même à son marabout là, qu'il faut bien prier. Actuellement, ma femme va à l'église. Elle prie pour que je me convertisse. Hein. Donc, il faut bien travailler ici pour ne pas que ma femme me détourne pour m'envoyer à l'église. Hein, parce que je ne veux pas aller à l'église. Pour ne pas que ma femme me détourne pour m'envoyer à l'église. Ils étaient dans ça.
Et maintenant, le jeune marabout, quand il veut faire ses consultations, il met de l'eau dans une calebasse et une jeune fille qui ne connaît pas encore l'homme, une jeune fille qui ne connaît pas encore garçon là, c'est elle qui doit aller regarder dans la calebasse et les paroles qui sont dites dans la calebasse, c'est la petite fille là qui entend ça pour expliquer à celui qui est venu en consultation. Et donc, là où le marabout habitait, il y avait une jeune fille là-bas, une petite fille là-bas, qui chaque fois quand les gens viennent en consultation, c'est elle que le marabout appelait pour aller regarder dans la calebasse. Et un jour, la petite était absente. Maintenant, mon mari étant là-bas, il y a quelqu'un qui est venu en consultation. On demande après la petite, elle n'est pas là. Et c'est là, mon mari a fait appel à ma fille. Maintenant, ma fille, en son temps-là, on dirait qu'elle avait 12 ans. Mon mari l'a appelée, elle est partie trouver son père chez le marabout là-bas. Et donc, ma fille est partie, elle est revenue. Elle est revenue me trouver. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Elle dit, maman, que quand on va là-bas comme ça, le monsieur là, il met l'eau dans la calebasse et puis je regarde dedans. Il dit, maman, quand je regarde dedans, dans la calebasse, je vois comme un vieux qui vient s'asseoir. Le vieux là, il est assis en bas des arbres et puis il parle avec moi. Que ce que la personne est venue faire là, c'est le vieux là qui me dit des choses et puis je dis au marabout, puis le marabout explique à celui qui est venu faire la consultation. Les sacrifices à faire là, c'est le vieux qui est assis dans la calebasse sous l'arbre là, qui me parle et puis je parle au marabout, puis le marabout explique à celui qui est venu faire la consultation. Je dis, d'accord. Maintenant, un autre jour, ils ont eu encore besoin de ma fille, mon mari était encore là-bas, ils ont eu besoin de ma fille est partie encore. Quand la petite est revenue, elle était triste. Alors je lui ai dit, mais tu es triste pourquoi? Elle ne voulait pas parler. J'ai dit, mais parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Elle dit, non, que le vieux que je vois dans la calebasse, il m'a grondé. J'ai dit, mais il t'a grondé pourquoi? Il dit qu'il y a une fille dans la cour ici, que je me promène avec elle, que tu as dit, il ne faut pas que j'aime marcher avec elle, qu'elle n'est pas bien, que tu as dit, il ne faut pas que j'aime marcher avec elle, puis moi je continue de marcher avec elle, et que effectivement la fille là n'est pas bien. Entre moi, c'est ma camarade. Je dis, moi mais je t'ai dit, parce que la petite là, quand elle vient derrière ma fille, c'est-à-dire je ne me sens pas à l'aise quand elle vient. Quand la petite là vient là, ma tête là n'est pas ça. Donc j'ai dit à ma fille que la petite là, j'aime pas sa tête. Quand elle vient derrière toi là, ça me plaît pas, j'aime pas sa tête. Et ma fille m'a répondu, maman c'est ma camarade, on a grandi ensemble, comment tu peux me dire qu'il ne faut pas y aller marcher avec elle? Il dit, mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Quand elle vient là, je ne la sens pas en fait. Il a fallu maintenant que un vieux, on t'appelle pour aller faire voir dans calebasse, un vieux que tu as vu dans consultation dans calebasse te dise que la fille que tu marches avec elle là, qu'elle n'est pas bien. Et ta mère t'a dit de ne pas marcher avec elle. Donc ça veut dire que je n'ai pas menti, non? Elle dit oui. Ça là, c'est passé. Maintenant un autre jour, mon mari vient me dire que son ami marabout là lui a dit qu'il va lui faire un rituel pour avoir l'argent. J'ai dit bon, rituel pour avoir l'argent, hein? Il dit oui. Et ça, je lui ai dit, mais le rituel se passe comment? Il dit non, que mon ami dit que je paie 4 kilos de viande de bœuf, que lui et moi on va aller au cimetière pour enterrer les 4 kilos de viande là au cimetière. Maintenant, comment on appelle, la viande va passer 4 jours là-bas. Le jour où on va aller déterrer la viande là, la viande va se transformer en un nouveau-né. Parce que c'est ce nouveau-né là qu'on va égorger pour faire le rituel d'argent. J'ai dit bon? Il dit oui. J'ai dit, papa, comment la viande qu'on va payer au marché, on va aller enterrer, et puis ça va se transformer en un nouveau-né? Il dit oui, que c'est ce que mon ami Maraboula m'a dit. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, papa, je t'ai fait quoi? Et puis tu veux tuer mes enfants. Je t'ai fait quoi? Et puis tu veux tuer nos enfants là. Il me dit, tuer tes enfants comment?
J'ai dit, aïe, imagine-toi, la viande fraîche que tu vas aller payer au marché, aller enterrer, et puis ça sort nouveau-né là. Tu es sûr que c'est l'enfant de qui? C'est pas ton enfant? Hein? C'est ton enfant? Tu penses que quoi? Tu vois, c'est l'enfant de qui? C'est ton enfant, c'est l'un de nos enfants là que tu vas égorger comme ça. Et il dit en bon, je dis oui, j'ai dit ou bien il t'a pas expliqué, il t'a pas dit le fond de la chose. Il dit non, il m'a dit seulement de payer 4 kilos de viande et on va l'enterrer. J'ai dit papa pardon, c'est nos enfants là que tu as tué comme ça. Il dit en bon, là je lui ai expliqué, j'ai dit bon, supposons que tu t'en vas payer les 4 kilos de viande, vous partez enterrer. Maintenant, les 4 jours après, vous partez déterrer, ça devient nouveau-né, puis vous égorgez là-haut. Maintenant, pour faire le rituel d'argent. Maintenant, le jour maintenant que médicament rituel là va te demander encore sang humain là, tu vas enlever où? Si ce n'est pas tes enfants, tu vas tuer. Il dit, c'est vrai. Hein? Il dit, oui. Il dit, mais quand tu commences un rituel avec le sang, c'est toujours avec le sang. Si tu as commencé avec le sang humain là, c'est toujours avec le sang humain. Tu as commencé un rituel avec le sang humain, c'est toujours le sang humain que tu vas donner. Maintenant, si toi, tu ne trouves pas autre sang pour donner, autre bébé pour tuer, pour donner là, c'est ton enfant, il va prendre. Si tu n'as pas donné ton enfant, toi-même, il va te prendre. Il a dit, papa, pardon. Il a commencé à pleurer. Il a dit, DMG, il était là. Il était assis là comme ça. Il était assis là comme ça, tétanisé. Il dit, en bon. J'ai dit, oui. J'ai dit, mais il t'a pas dit le fond de la chose. Il t'a pas bien expliqué. Il dit, ton ami que tu ne juges que par lui là. Il veut que tu tues tes enfants. Mais il t'a pas expliqué ça clairement. C'est-à-dire qu'il a enveloppé la chose pour te donner. Hein. C'est un sacrifice humain. Il veut te faire là. Sacrifice humain, quand tu commences là, tu ne peux plus t'arrêter. Hein. Il dit, en bon, j'ai dit oui. DMG. Quand j'ai dit ça au monsieur là, il est resté dans la chambre. Il n'est plus jamais sorti, il était assis dans la chambre seulement. Il ne partait plus chez son ami marabout là. Jusqu'à quand le dimanche est arrivé. Et puis pendant ce temps, mon mari était au chômage. Hein. Il était au chômage, c'est-à-dire qu'il était vulnérable même. Il était facile à avoir, il était au chômage. DMG. Donc, il était à la maison maintenant. Il ne partait plus là-bas. Il a fait quelques jours, il ne partait pas là-bas. Il a fait quelques jours, il ne partait pas là-bas. Il ne partait pas là-bas. Le dimanche qui a suivi là, il me dit, maman, je vais te suivre en partir à l'église. J'ai dit, en bon? Il dit, oui. Il dit, je vais te suivre en partir à l'église. Quand le monsieur a failli me tromper, me tromper pour que je tue mes enfants, que je m'en vais à l'église avec toi. Eh, maman, que si tu n'étais pas là pour m'éclaircir comme ça là, que j'allais tomber dedans les yeux fermés. Et puis aujourd'hui, j'allais tomber dedans, puis au moment j'allais me rendre compte là, je n'allais plus pouvoir faire marche arrière. J'ai dit, ah, Dieu merci. Et depuis ce jour, mon mari m'a suivi. DMG, nous sommes partis à l'église. J'ai dit, DMG, quand on se réveille le matin, il est déjà prêt. Et puis toi et puis tes enfants, là, vous êtes là traînés. Bon, vous allez me trouver à l'église là-bas. DMG, avant de soulever la tête, lui, il est déjà à l'église. Hein. Depuis qu'il a mis les pieds à l'église, il n'est plus ressorti de là. Et maintenant, il ne fréquentait plus maintenant son ami marabout là. Puisque lui avait dit, il faut prier pour ne pas que ma femme m'envoie à l'église. Mais finalement, j'ai réussi à l'envoyer à l'église. Dieu a réussi. C'est même pas moi qui ai réussi. C'est Dieu qui a réussi à l'envoyer à l'église. Maintenant, son ami l'appelle, ça fait 2 jours, je ne te vois pas. Hey, je suis là. Il ne partait plus là-bas. Il ne partait plus derrière son ami là. Et donc, c'est dans ça. Jusqu'à l'ami est tombé malade, DMG. On dit le monsieur est tombé malade gravement. Mon mari ne partait pas là-bas. Jusqu'à il est malade, il réclame mon ami. Et son ami qui est mon mari. Je vais nommer mon ami là, Pierre. Mon mari, je vais nommer mon mari Pierre. On dit le marabout était malade et réclamait son ami Pierre. Mais Pierre ne va pas là-bas. Jusqu'à il prend son téléphone, il appelle Pierre. Ça ne va pas chez moi. Je vais te voir. Il ne va pas là-bas. Il dit, moi, mes 2 pieds là, je ne vais plus jamais mettre là-bas. Lui, il a voulu me tromper pour tuer mes enfants. Je ne vais plus là-bas. Je ne vais plus là-bas.
Mon mari n'a plus mis ses pieds là-bas. On dit son ami marabout là. Même quand il agonisait avec le nom de son ami Pierre. Eh Pierre, Pierre m'a abandonné. Eh Pierre, dites à Pierre que je veux le voir. Dites à Pierre que je veux le voir. Mon mari n'a pas mis ses pieds là-bas jusqu'à le monsieur est mort. Même à son enterrement, il n'a pas mis ses pieds là-bas. Jour de sacrifice, il n'a pas mis son pied là-bas. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas mis son pied là-bas. DMG. Tu vois? C'est comme ça, ce gars-là a voulu tromper mon mari pour le mettre dans un rituel d'être humain, pour le mettre dans un rituel pour tuer ses enfants. DMG. Vous voyez? Depuis quand un marabout peut être ami de quelqu'un? Mais je suis passé par plusieurs chemins pour expliquer au monsieur, il n'a pas compris. Que lui, il est africain, il est dans la tradition. Mais il a fallu que cela arrive. Et que Dieu me donne, Dieu me donne le discernement pour que je puisse lui expliquer vraiment ce qu'il allait se mettre dedans. Donc vraiment, DMG, parmi DMG, continuons de prier et continuons de nous méfier de nos amis, de nos proches, de où on fréquente et de ceux qu'on fréquente. Vraiment, merci beaucoup et à la prochaine, si Dieu le permet. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Bonsoir DMG TV. Bonsoir à la team DMG TV. Bonsoir à tout le monde. Ça va dépendre de l'heure à laquelle mon audio sera joué. J'ai déjà envoyé plein d'audios que DMG TV n'a pas encore joué. Sûrement qu'il y en a beaucoup. On reçoit beaucoup. Donc, on ne va pas s'arrêter tant que on a la force de partager nos expériences. Je vais vous raconter une histoire. J'intitule l'histoire « Il disparaît avec elle ». C'était au cours d'un voyage et dans le car, il y avait 2 places. Il y a une femme qui était assise avec son bébé sur le pied et il y avait un homme qui était assis. Il avait un sachet d'eau qu'il a donné au bébé et le bébé ne voulait pas prendre le sachet d'eau. Il essayait de donner de l'eau au bébé. Encore, il réussit de donner l'eau au bébé. Le bébé refuse. Et c'est la maman du bébé qui a dit mais pourquoi tu refuses l'eau que tonton te donne? Elle a pris le sachet d'eau. Elle avait en main. Après, elle a commencé à boire le sachet d'eau. Elle a réessayé de donner l'eau à son bébé. Vu que le monsieur qui avait donné l'eau, l'enfant n'a pas pris, elle s'est dit que elle, en tant que maman, si elle donne l'eau à l'enfant, l'enfant va boire. Mais encore, elle a essayé, l'enfant a refusé. Et arrivé à une station, le car a stationné en fait. Et tout le monde devrait descendre pour aller uriner. Arrivé au lieu dit, tout le monde a fini, mais il n'y avait que la femme. Et ça prenait du temps. Et les gens ont commencé à se plaindre. Comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes dans le car. Les gens commençaient à se plaindre. Mais elle est où? Elle est où? Et les gens commençaient à crier. Elle a dit, je suis là, mais j'urine, je n'arrive pas à... L'urine ne fait que sortir, ça ne cesse pas. Et les gens étaient ébahis, mais c'est quelle histoire ça? Et c'est comme ça qu'elle a dit, non, c'est mon voisin qui est à côté, qui m'a donné qu'un sachet d'eau. C'est ce que j'ai bu. Et je pense que c'est ça qui est en train de me créer tout ça. Alors, il y avait plein de personnes qui étaient là. Ils ont dit au monsieur, mais qu'est-ce que tu as fait pour que tout cela puisse arriver? Il dit, non, bon, je peux arrêter cela, à condition que la femme vienne toucher mon sexe. Donc, la femme étant dans le désespoir, elle est venue. Dès qu'elle a touché le sexe du monsieur, les deux ont disparu. C'était une panique à bord. C'était traumatisant. Et j'exhorte les personnes à faire très attention. Surtout les gens que vous ne connaissez pas. Faites attention parce que, comme le disait un de nos narrateurs sur DMG TV, le monde mystique et le monde visible existent vraiment. Et les personnes que nous voyons ne sont pas tous des êtres humains. Donc vraiment, faites beaucoup attention.
je vous exhorte et que Dieu nous garde. Merci à DMG TV pour ce concept qu'il a mis en place pour que nous puissions partager nos expériences et se donner des conseils et se protéger. Et je sais que Dieu fera le reste. Merci et à bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou, bonjour la famille. Ce matin, j'ai une histoire. Et l'histoire m'a été racontée par un collègue. Mon collègue là, je vais le nommer, Cédric. Mon collègue Cédric, il dit que avant dans leur village, ils étaient tous enfants. Il y avait un parmi eux qui était handicapé. Il dit c'est le genre d'handicapé. Vous voyez, les pieds deviennent petits, minces, petits là. Et puis, il se déplaçait à 4 pattes. Les pieds avaient tellement maigri. En tout cas, les pieds étaient très petits. Donc, il se déplaçait à 4 pattes. Donc, les parents avaient fabriqué quelque chose pour protéger son genou là. Voilà, puisqu'il se déplaçait à 4 pattes, ils ont protégé ses genoux. Voilà. Mais il dit que le petit handicapé là aimait bien son affaire. Et c'était son ami. Malgré qu'il était handicapé, c'était son ami. Que partout il partait l'handicapé là. Quand ils sont en train de s'amuser, ils sont en train de jouer, et il est toujours avec l'handicapé là. Il dit même quand il fait jour, que c'est l'handicapé là même qui est le premier à venir chez eux à la maison. Il vient là, Cédric, viens, on va aller jouer. Cédric, viens, on va jouer au ballon. Ou bien Cédric, ma maman m'a donné du maïs, viens, on va manger. Cédric, voilà, j'ai eu un morceau de manioc, viens, on va manger. Il dit l'enfant là aimait son affaire. Le petit handicapé là aimait son affaire. Et lui aussi en retour, il aimait aussi. Maintenant, il dit il y avait une rivière non loin de leur village. C'est là-bas les mamans faisaient la vaisselle, faisaient la lessive, que les enfants même partaient se baigner dans la rivière. Et donc, il dit que chaque fois ils vont à la rivière, que son camarade handicapé là va avec eux. Que il y avait sur la rivière là, qu'il y avait un gros tronc d'arbre, c'est-à-dire un arbre qui était tombé, qui s'est penché sur l'eau comme ça. Voilà. C'était un tronc d'arbre, mais l'arbre même était déjà, en tout cas déjà sec, mais tellement c'était gros, c'était suspendu sur la rivière comme ça. Et donc c'est sur ce tronc d'arbre là, les enfants montaient puis plongeaient dans l'eau. Et au niveau où le tronc d'arbre était couché là-bas, c'était un peu profond. Donc c'est là-bas les enfants aimaient nager, ils montent sur le tronc d'arbre puis ils plongent dans l'eau, ils montent sur le tronc d'arbre, ils plongent dans l'eau. Et comme ça, le jour ils ne vont pas à l'école, ils vont passer toute la journée dans l'eau là-bas, en train de nager, en train de se baigner. Maintenant il dit un jour, et puis quand ils vont comme ça, ils vont nager comme ça, l'handicapé là il ne descend jamais dans l'eau. Puisqu'il n'a pas ses pieds, il ne descend pas dans l'eau. Il est assis sur la rive. Et puis il regarde ses camarades nager, puis il est content. Il rit, il est content, et puis il les appelle, hey, toi là, l'autre là, l'autre en train de plonger. Hey. Donc, il est monté, mon ami, mon collègue Cédric dit, lui il est monté sur le tronc d'arbre et il s'est assis. Et puis il regardait son camarade handicapé. Et puis tout d'un coup, il dit, hé Dieu est bizarre. Il se disait ça intérieurement. Que Dieu est bizarre. Pourquoi il n'a pas permis à mon ami là de marcher? Et puis il dit bizarrement, c'est ce qu'il lui disait. Parce que chaque fois, même quand ils doivent jouer au ballon, son ami handicapé là, lui il est assis. Et puis lui il joue à la main. Même tout ce qu'ils sont en train de faire, son ami handicapé là est là. Mais il avait tendance à se dire, Dieu est bizarre. Pourquoi Dieu même n'a pas permis que mon ami la marche comme nous autres? Hein? Oh, Dieu est bizarre. Tu as rendu mon ami là handicapé comme ça. Et
Donc, il dit ce jour-là encore, il était assis sur le tronc d'arbre qui est penché sur l'eau là. Ce jour-là, il dit, il voulait plonger mais n'a pas plongé. Il était assis, il regardait son ami sur la rive là-bas, en train de sauter, parce qu'il voit les enfants en train de nager. Puis il a dit, Seigneur, Dieu même, il est bizarre, hein? Dieu est bizarre. Pourquoi il n'a pas permis à mon ami là d'avoir les pieds normaux comme nous ici, hein? Hey. Il dit tout d'un coup, il est resté là, il a entendu une voix qui lui parlait. Donc il regarde à côté de lui, tous les autres sont en train de plonger dans l'eau, en train de taper l'eau avec la main, ça crie ici. Donc il a constaté qu'il était le seul qui entendait la voix. Et la voix lui disait, toi tous les jours tu dis Dieu est bizarre. Tous les jours tu dis Dieu est bizarre. Dieu n'est pas bizarre, parce que Dieu est parfait. Dieu est parfait. Je vais te montrer ton ami là. Si ton ami il avait les pieds normaux comme pour toi là, je vais te montrer ce qu'il allait être. Ce qu'il devait être là, je vais te montrer ça. Et c'est comme un écran qui s'est ouvert devant lui. Son ami est devenu normal et il était en train de nager. Pendant qu'il nageait, c'est-à-dire qu'il est devenu tellement grand, il est devenu comme un géant. Donc il attrapait maintenant les autres là et puis les enfonçait dans l'eau pour les noyer. Il attrapait les autres et puis les enfonçait dans l'eau jusqu'à ce qu'ils se noient. Et puis il rit, ha 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 ha. Et puis il les fait noyer. C'est ça, la voix lui a dit, tu as vu ce que je t'ai montré? Ton ami que tu vois qui est assis là-bas, qui est handicapé là, s'il était normal comme vous autres là, c'est comme ça, c'est ce qu'il allait être. Il allait être un tueur, il allait être un mauvais. C'est pour ça que je l'ai rendu comme ça. Sinon, ne dis pas que je suis bizarre. Je suis parfait. Voilà. Ne dis pas que je suis bizarre, hein, mais je suis parfait. Je sais pourquoi je l'ai fait. C'est parce qu'il n'allait pas être quelqu'un de bien. Il allait être quelqu'un de méchant. Il allait être un meurtrier. C'est pour ça que je l'ai rendu comme ça. Donc, ne dis pas que je suis bizarre. Et la voix a cessé. L'écran a disparu devant lui. Il dit, tout d'un coup, il est resté assis sur le tronc d'arbre là. Il a attrapé froid. Il a eu froid. Il a eu froid en même temps. Donc, il allait s'habiller. Il dit, il s'en va au village. Les enfants disent, ah mais tu t'en vas déjà. On n'a même pas encore fini de nager. Tu t'en vas déjà. Il dit, non, comment je vais rentrer? L'ami handicapé là lui dit, ah tu t'en vas déjà. On vient à peine d'arriver, tu t'en vas déjà. Il dit, non, comment je vais rentrer? Et quand il a dit qu'il va rentrer, l'handicapé n'est pas resté. Hein. Il dit, ah, puisque tu dis tu t'en vas, moi aussi je m'en vais. Donc les deux sont rentrés. Il dit, depuis ce jour-là, il dit, il regardait le jeu, il regardait l'enfant là, il le regardait chaque fois. Il dit, il y a des jours même là, puisqu'il avait l'habitude de venir le matin chez eux. Donc, il a dit à ses parents, le jour il vient matin pour me chercher, dites que je ne suis pas là, même si je suis là, dites que je ne suis pas là. Donc il a commencé à l'éviter. Dieu merci pour lui, il a eu son entrée en 6e et il est venu en ville fréquenter chez son oncle. Donc, il dit que quand les vacances arrivent comme ça, quand il va au village, son homme, tu m'as laissé seul ici, tu es parti en ville, je suis seul, toi tu te comportes avec moi là. Personne d'autre ne se comporte avec moi comme ça. C'est toi qui es mon ami. Mais lui, Cédric, il sait qui est son ami handicapé là. Parce que Dieu lui a déjà montré qui il est. Donc, il dit depuis ce jour-là, quand il voit quelqu'un qui est handicapé comme ça là, lui il n'a pas pitié même. Il dit lui il n'a pas pitié des handicapés. Hein. Il n'a pas pitié que... Il ne sait pas, peut-être que c'est la même chose comme son ami qui était au village. Donc, il se méfie beaucoup des personnes handicapées. Surtout même quand ils sont handicapés puis ils sont mendiants là, que lui se méfie beaucoup d'eux. Voilà, c'était là l'histoire DMG. Donc faisons très attention aux mendiants, aux handicapés. Il y a d'autres qui ne sont pas bons dedans. Certains, oui, c'est la maladie qui les a rendus comme ça. Mais par contre, il y a beaucoup qui ne sont pas bien. Voilà, moi depuis qu'il m'a dit ça aussi, il fait très attention aux handicapés. Voilà. Merci et à bientôt.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.